Bonsoir Jean, Bonsoir. et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Aujourd'hui on reçoit Hugo. Bonjour Hugo, Bonjour. Salut. ça va bien? Ça va très bien, oui. Hugo, tu viens nous voir en cette matinée, Je m'en demandais si t'allais le dire. bien La première évidemment. fois qu'on enregistre le matin, t'es en PLS. J'ai dû me lever à 7h30 du matin, ça m'est pas arrivé depuis 10 mois. Dis-moi. Ouais, depuis que tu bossais. Exactement. Tu vas nous parler du coup, alors, de géographie humaine, avec un sujet de thèse le plus long, ça y est, on a le record. C'est record de mots. Frontières et mobilité dans les aires de conservation transfrontalières. Putain, je vais pas y arriver en plus à le dire, c'est incroyable. Est-ce que c'est le titre que tu as pris sur thèse.fr? Ouais, C'est pas le complètement. bon titre. Ok, alors disons qu'il a un petit peu évolué. Ah, ok. Ah, bah cool. Alors attends, déjà on va se dire celui-là, comme ça. Et après, tu nous diras celui qui a évolué. Dire Ok, ce qui a ok. changé. Ça marche. Donc on a dit frontières et mobilité dans les aires de conservation transfrontalières en Afrique australe. Le cas du parc transfrontalier du Grand Limpopo, Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe, et de l'aire de conservation transfrontalière du Lubombo, Afrique du Sud, Mozambique, Swatini Eswatini. et Swatini. Ok. Alors, du coup, c'est quoi le nouveau titre? Alors, le nouveau titre, ce serait, alors, je garde frontières et mobilité, et ce serait frontières et mobilité dans les espaces de conservation transfrontalière. Et le changement, c'est qu'il y a un nouveau terrain. C'est plus seulement en Afrique, mais aussi en Europe occidentale, avec le parc Alpi Maritime Mercantour entre la France et l'Italie. Ok. Et ça, c'est dû à la crise sanitaire que. C'est ça, en grande Ok. partie. Ouais, c'est ce qu'on t'a dit. Alors, En Europe, j'ai fait. On a dû s'adapter à à une nouvelle donne. Ouais. Parce qu'au moment où j'ai proposé ce titre-là, c'était en 2019, donc avant qu'il y ait tout ça, et que, enfin ça, on aura l'occasion d'en discuter. Parce qu'un des enjeux actuels, c'est un peu l'accès au terrain, qui m'a donc poussé un peu à revoir l'approche du sujet et donc les terrains. Ok. Mais parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce qui t'a fait vouloir aller plutôt en Afrique australe et qui t'a du coup dit, en fait, on peut faire ça aussi c'est quoi en fait Déjà, on va parler de le l'Afrique, thème, je pense. Ouais. Parlons de l'Afrique. Alors, il faut savoir que j'ai une formation donc, en géographie et dans mon master, c'était un master centré sur les problématiques le continent africain. Ok. Du coup, déjà cette orientation vraiment sur un terrain particulier, l'ensemble du continent et même plus précisément l'Afrique subsaharienne, donc en dessous du Sahara. Et à partir de là, donc, ma formation était plus axée sur un aspect de développement aussi, donc développement en Afrique par le prisme de la géographie, d'autres disciplines humaines. Et donc voilà, je m'étais intéressé déjà à l'Afrique et au moment du Master 2, j'avais fait un travail de terrain au Sénégal. Donc c'était déjà plus l'Afrique de l'Ouest que je connaissais et je m'étais intéressé déjà un peu aux enjeux, enfin aux liens entre développement et environnement. C'est ça qui m'intéressait. Et ensuite, c'est plus par le réseau des enseignants qui étaient avec moi. J'ai eu une proposition de thèse pour aller vers ce terrain d'Afrique australe que je ne connaissais pas. Ok. Et donc T'as fait Afrique du Sud d'abord, c'est ça? Ensuite, Afrique de Non, l'Ouest? en premier Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest? C'est Et ça. après, Et Afrique ensuite, dans le cadre de ma thèse, c'est le terrain est plus l'Afrique australe. Donc voilà, l'ensemble de la région, c'est l'Afrique du Sud, plus tous les pays qui sont au nord de cette zone-là. Souvent, on peut considérer l'Afrique australe plutôt par le cadre de l'intégration régionale. Vous savez, en Europe, l'intégration régionale, c'est l'Union européenne. On a aussi l'ALENA pour l'Amérique du Nord. Et en Afrique australe, on parle de la SADC, la SADC. Ok. Et donc là, ça regroupe une dizaine de pays d'Afrique australe, depuis l'Afrique du Sud jusqu'au RDC, République démocratique du Congo. Ok. C'est déjà plus recentré au niveau géographique, puisque moi je suis une bille en géographie. Voilà. Faut savoir. Oui. Et donc toi tu parles de géographie, mais tu parles aussi beaucoup d'humain, parce que quand on n'est pas un grand adepte de la géographie, on voit surtout ça comme les cours qu'on avait, les cours de lycée, de collège, plus sur les les frontières, les continents, les trucs comme ça, sans parler vraiment d'humain. Donc toi tu travailles beaucoup plus sur l'humain et sur ce qui se passe autour des frontières ou... Exact. Alors, ça, c'est un peu une particularité de la géographie en France, c'est que depuis que la discipline s'est constituée en tant que champ universitaire, et ça date surtout du XXe siècle, milieu du XXe, la géographie s'est séparée en deux grandes branches. La géographie physique d'un côté, où c'est là où on va trouver tout ce qui est analyse du sol, pédologie, même climatologie, etc. Tous les phénomènes, disons, naturels ou climatiques. Et d'un autre côté, la géographie humaine, qui là va s'intéresser
tous les aspects vraiment de la présence des humains, leur répartition dans l'espace, avec tout un champ. Ensuite, on aime bien séparer toutes les disciplines, donc il y a plein de types. Et disons que moi, je m'inscris plutôt dans une géographie politique par le prisme des frontières. Et ça, je vais l'expliquer après. Ce qui m'intéresse aussi, c'est l'entrée par les mobilités. Mais c'est clairement une géographie dite humaine, où ce qui m'intéresse, ça reste quand même à chaque fois les interrelations entre les humains et l'environnement dans lequel ils se déplacent, dans lequel ils occupent l'espace. Et une sorte de relation aussi, des interrelations de pouvoir, d'intérêt. Et donc dans ces espaces-là, précisément, que je qualifie de manière globale d'espaces de conservation transfrontalière. Donc peut-être il faut aussi un peu préciser pour que ce soit clair pour tout le monde. Si je vous dis ça, ça vous évoque sur ton titre sur thèse.fr, ils l'ont fait en un seul mot. Ouais, en effet. C'est un seul mot, conservation transfrontalière? En un seul mot, non, c'est conservation et après transfrontalier. C'est ça, je pensais que tu disais transfrontalier, ça c'est un seul mot. Mais... Donc du coup, qu'est-ce que c'est la conservation transfrontalière? C'est ça, commençons par le début. Déjà, il faut commencer par définir ce qu'est la conservation de la nature. Ouais. Donc ça, je pense que vous avez tous un peu une idée. Depuis la fin du 19e siècle, on a un certain rapport à la nature où on va désigner des espaces qu'on va qualifier de naturels et qu'on va dire, puisque on est de plus en plus nombreux sur Terre, on est de plus en plus urbain, donc on a besoin de protéger cette nature. C'est un peu l'idée d'un certain rapport de protection à des espaces naturels. Et du coup, ça a donné lieu à tout un tas d'espaces particuliers qu'on appelle les parcs nationaux. En France, on a les PNR aussi, les parcs naturels régionaux. C'est les réserves naturelles aussi, c'est ça? Ouais, en fait, il y a tout un tas de classifications. Donc maintenant, c'est assez codé. À l'international, il y a l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est sans doute un des plus grands organismes, une grande institution internationale qui s'occupe de tous ces parcs-là. Donc il n'y a pas que des parcs, mais souvent ça prend la forme de parcs, il y a des réserves naturelles, etc. Donc c'est intéressant dans le sens où on a un certain rapport à la nature. Donc comme je l'ai dit, on désigne des espaces de nature qu'on veut protéger. À l'heure actuelle, il me semble qu'il y a environ 14% de la superficie des terres, et c'est ça, juste des superficies de la terre qui est protégée. Et la proportion on protège aussi les océans et les mers, et ça dans une moindre mesure. Bref, du coup, on a tous ces espaces-là qui ont plein de classifications, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et parmi ces espaces-là, il y en a qui sont dits transfrontaliers, donc qui ont la particularité d'être à cheval sur plusieurs pays, où c'est là où la dimension humaine, politique aussi entre en jeu, puisqu'on peut imaginer un parc national dans lequel qui lui-même a des délimitations spatiales. Il y a un endroit où on est en dehors du parc, un endroit où on rentre dedans. Et depuis le XXe siècle, il y a beaucoup de pays qui collaborent finalement sur ces questions-là en fusionnant leurs parcs, entre guillemets, pour donner une sorte de super parcs qui ont des dimensions beaucoup plus grandes. Le terme super parc, c'est vraiment super parc. C'est un peu comme dans Dragon Ball, tu vois, il y a fusion. Et du coup, ça pose des problèmes pour la gestion des parcs, ou justement c'est plus facile? Ça, c'est une question compliquée, ça dépend de où tu te poses. En tout cas, c'est sûr, ça change un peu la manière de même concevoir, de gérer la chose, puisque avant, on était dans le cadre national, donc d'un point de vue administratif, c'est un peu plus simple, disons. C'est un peu... souvent, ça part du haut, quand même. Une décision d'un État de créer un parc national, mettons de dire, du coup, ça va impliquer sur place des sortes de restrictions d'accès, d'utilisation de ressources, etc. Et éventuellement une mise en tourisme aussi, ce qui se passe très souvent. Et quand tu as des parcs transfrontaliers, il y a une question, il y a une frontière qui entre en jeu. Et donc là, il y a une dimension, on va changer un petit peu d'échelle, il y a une dimension géopolitique où les États doivent aussi se mettre d'accord, savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on collabore, comment est-ce qu'on gère les frontières, Oui, parce qu'il y en a qui sont peut-être d'accord pour, par exemple, comme tu disais, faire du tourisme à l'intérieur du parc, et il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Et là, ils peuvent pas se dire, alors sur cette moitié du parc, on met des touristes et l'autre moitié, on n'en met pas, non? Ouais. Alors, il y a plusieurs aspects. Je dirais que les premières raisons pour lesquelles on a créé ces parcs-là, c'est avant tout pour des arguments écologiques. Puisque l'idée de base de ces espaces, c'est quand même de protéger, de donner une sorte de cadre, un espace plus adéquat pour les espèces qui y vivent, et notamment la faune sauvage, parce que c'est aussi une des raisons, c'est l'intérêt écologique au niveau de la faune et de la flore.
Et il y a pas mal de travaux en écologie ou en biologie de la conservation qui expliquent que pour qu'un écosystème fonctionne bien, il faut laisser la place aux animaux, il faut qu'ils puissent avoir suffisamment d'espace pour s'adapter, se reproduire, etc. Donc ça, c'est un peu un des points principaux qui ont fait qu'on a voulu agrandir ces parcs-là, quitte à passer outre les frontières politiques. Ok. Mais alors, du coup, pourquoi revenir en Europe pour Ok. ces questions-là? Alors, du coup, il se trouve que l'intérêt de ces espaces-là, c'est qu'ils sont à l'international. On en trouve un peu dans Ouais. tous les pays. La dernière recension mise en place, c'était en 2007, où on en a dénombré 227. Donc, on a 227, ce qu'on appelle des aires protégées transfrontalières, et réparties sur 123 pays. Donc voilà, ça concerne aussi bien l'Europe que l'Amérique, que l'Afrique et l'Asie. Mhm. Et alors, pourquoi l'Europe? C'est avant tout pour une raison pratique, comme j'ai expliqué. Bien sûr. Puisque au moment où je devais partir en Afrique du Sud, Afrique australe pour mon premier terrain, c'était en plein mars 2020, en plein dans la pandémie. Ah, mais du coup, t'as même pas pu aller en Afrique depuis le début. Ouais. Ouais, c'est ça, pour l'instant, ça reste un peu théorique, pour l'instant, mon terrain est ouais. lointain. Et je le conçois à travers les livres. Ouais, du coup, tu le et gères la que par réflexion. Ouais, tu le gères que par de la biblio ou des trucs comme ça, ou C'est ça, il y a même biblio, pas des gens puis- sur place qui peuvent t'aider? Oui, si, quand même, oui. Après, c'est des entretiens à distance, des gens qui te donnent leurs choses. Mais c'est pas la même chose, quand même, d'aller oui. sur place, d'observer concrètement comment T'en ça se rendre passe. compte par toi-même de choses. C'est ça. Ça, espérons que ça pourra se faire prochainement. Bon, on Donc, espère raison aussi, pratique complètement, pour ouais. viser l'Europe occidentale, puisque c'est en France, Italie, c'est plus accessible. Et du coup, ça a changé à réorienter un peu le sujet, donc monter un peu plus en généralité. Mon entrée, c'est plus maintenant la conservation transfrontalière qui m'intéresse. J'essaie de saisir vraiment comment elle se fait, quelles sont des différences, qu'est-ce qui peut expliquer finalement des différences de gestion. Et donc ça, c'est un peu la porte d'entrée. Si on fonctionne un peu en entonnoir pour aller de plus en plus dans le détail. Et ensuite, comme l'indique mon sujet, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment les interrelations de ces deux termes-là, frontières et mobilité. Donc on est en plein dans la géographie. Et maintenant, je suis resté sur un plan général pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ces espaces-là, où est-ce qu'ils se trouvent. Et maintenant, concrètement, il faut voir qu'il y a aussi plusieurs types d'acteurs, on pourrait dire, ou des actants, ça dépend un peu du vocabulaire qu'on décide. Bref, des humains qui ont des intérêts, des statuts divers, qui occupent ces espaces-là. Et finalement, un peu la jeunesse de ce sujet de thèse, c'est de partir de cette interrogation, de se dire qu'il y a plusieurs types d'acteurs qui se partagent l'espace et que tout cela, ça interroge. Est-ce que ça peut mener à des conflits? Qu'est-ce qui explique qu'on a plutôt cet usage-là qui va prendre le dessus sur un autre? Bref, comment ça se passe une fois qu'on met tous ces gens ensemble Et juste dans avant un de espace, continuer, ouais. pour avoir des exemples du coup de ces gens, parce que moi je t'avais déjà entendu parler, et c'est vrai que on n'y pense pas, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui interagissent, de gens, d'espèces, des animaux, de la faune et la flore, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner les exemples, par exemple, de ces gens qui interagissent dans ces parcs? Alors, disons, on va parler des... et ça, il y a des fortes divergences selon l'endroit du monde où tu te places, parce que c'est pas les mêmes contextes. Je vais commencer par l'Afrique australe que je connais le mieux. Et donc, celui que j'étudie toujours, c'est le parc du Grand Limpopo, qui est dans le titre de thèse, là, à rallonge. Complètement. Et comme il est indiqué, celui-là, il est partagé entre l'Afrique du Sud et ses deux voisins au nord-est, qui est Zimbabwe et Mozambique. Donc, il faut imaginer, c'est un très grand parc, hein, il fait 35 000 km². C'est la fusion de 3 parcs nationaux, donc c'est très vaste. Et donc, dans celui-là, avant tout, il y a la faune sauvage. Et là, c'est vraiment le cliché de la faune qu'on imagine quand on pense à la faune en Afrique. C'est les lions, les éléphants, ce qu'on appelle le Big Five, et qui attire du coup beaucoup de touristes. Est-ce que tu vois ce que c'est le Big Five? Pas du tout. J'ai vois une pas. petite idée, mais je peux le tenter ou pas? Ouais, vas-y. Alors, du coup, ça serait un groupe de 5 animaux, Mhm. très gros ou très connus, du coup, c'est ça? Ouais. Donc, tu aurais éléphant, girafe, lion, Rhinocéros. rhinocéros. Et pas la girafe. Ah merde. Ah non. Putain, le girafe n'est pas en Afrique. Si, elle est en Afrique, si. Mais Donc, elle il y n'est a pas dans le Big Five. c'est Lion, éléphant, rhinocéros. ça. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de gros animaux après? Sanglier. Ça, c'est en France. Non, Non, mais c'est des gros animaux en termes de poids ou d'animaux exotiques Non, c'est pas tellement pour les ça. Européens en fait. Ah, antilope, du coup, je dirais peut-être. Il y a le buffle. Ah oui, putain.
je sais plus lequel on a oublié. Mais, Vas-y, Hippopotame. Ah, Ah oui, l'hippopotame. l'hippopotame, oui. J'osais pas le dire, mais. Non, il me semble pas qu'il est dans le Big Five parce Ouais. que historiquement, le Big Five, en fait, ce sont un peu les 5 animaux qui sont les plus grands trophées de chasse. Ah putain, ça c'est une Ah, d'accord, belle oui. mentalité d'occidental. Exactement. Donc, c'est vrai qu'avant que ce soit des espaces protégés, souvent c'était des réserves de chasse. Oh, putain. Finalement, c'était la première raison pour laquelle on a mis des animaux de côté. C'était aussi pour Pour les On se buter. nourrit, ouais. pour les chasser, voilà, Génial. pour le plaisir. Et donc cette logique-là, elle est un petit peu restée. Et ce qui a changé, finalement, maintenant, on les chasse plus tellement en les tirant dessus, mais plus en les photographiant. Mhm. Donc maintenant, le Big Five, c'est un peu l'argument de vente, finalement, de ces parcs-là, surtout en Afrique. Et se dire, pour les touristes qui viennent chercher, ce sont ces animaux-là. Souvent, pour faire des safaris, on cible ces animaux. Donc tout ça pour dire que ce sont, du coup, les premiers types d'acteurs qu'on va trouver, ce sont la faune. Et surtout, donc, la grosse... c'est ça, des animaux de grande taille, donc éléphants, lions, etc. Ensuite, on a en Afrique, et ça c'est une particularité encore des populations qui vivent dans, et le plus souvent en marge des parcs. Parce que là, ça va m'emmener un petit peu loin, mais dans la conservation, il faut imaginer que quand on veut créer un espace de protection de la nature, s'il y a des personnes qui vivent là, souvent ça coince un peu. Donc la plupart des États ont une politique assez musclée de déplacement forcé. On va dire, les populations qui vivent là, on va les déplacer, et souvent sans leur volonté. C'est ce qui se passe parfois quand on met des grosses infrastructures. Mais là, c'est pareil avec les parcs. On met donc un espace qu'on va exclure les populations et on va les relocaliser ailleurs. Mais ça reste quand même des populations qui vivent souvent en marge et qui, du coup, ça pose pas mal de soucis aussi entre le fonctionnement du parc et ces populations-là qui sont un peu les victimes souvent de la conservation. Mais c'est des populations qui sont indigènes, enfin qui sont à la base dans le parc, qui vivent là et qui... Oui, c'est ça, qui vivent là. Souvent, on va parler de communautés villageoises et ça peut être, des populations qui vivent là et qui sont habituées finalement à vivre au sein de ce milieu-là, qui peuvent aussi chasser ou pêcher pour leur propre consommation, bref. Et en Afrique, du coup, il y a encore pas mal de parcs où il y a des populations qui vivent directement dans les parcs. Et donc, il y a plusieurs types de politiques, finalement. Est-ce qu'on décide d'essayer d'intégrer ces populations-là pour les faire rentrer dans le nouveau circuit économique via le tourisme? Ou est-ce qu'on essaye tout simplement de les mettre de côté parce que ils font tâche, c'est pas ce que viennent voir les touristes. Donc, par exemple... Horrible dit comme ça, je trouve. C'est cru un peu, ouais. C'est un peu cru, mais c'est comme ça. Et, Je sais. j'ai par exemple eu l'occasion d'aller en Tanzanie aussi, pendant mes études de master. Et en Tanzanie, il y a un parc qui s'appelle Ngorongoro, et qui a la particularité d'être un safari vraiment où les touristes viennent. Et à l'intérieur, il y a encore des villages de Maasai. Peut-être vous avez entendu parler des Maasai, donc c'est une ethnie est-africaine qui est assez connue. Qui est connu aussi pour l'imaginaire que ça renvoie. Mais voilà, ces populations-là, elles vivent encore dans le parc. Et ici, il y a plus une approche d'essayer de concilier, de laisser les touristes. Et après, ça mène aussi à tout un tas de dérives, en quelque sorte, où les touristes, ils passent en 4x4 et ils photographient les Maasai un peu au même titre que les autres animaux. Ils font partie du Big Five, c'est moche. C'est le Big Six maintenant. Ouais, c'est ça. Bref, et du coup, en Afrique australe, là, dans le parc, en Afrique du Sud, ça fait longtemps. Ils ont le parc, parce que dans le Limpopo, c'est le Kruger, le parc national du Kruger, qui est sans doute plus connu que le parc transfrontalier en tant que tel. Et ici, donc, il y avait des populations, mais comme le parc a été créé en 1926, ça fait un moment qu'ils ont été déplacés, sortis du parc. Et c'est par contre au Mozambique, où le parc du Limpopo, le parc national du Limpopo, juste côté mozambicain, celui-là, il a été créé en 2002, en même temps que le parc transfrontalier, qu'il a été créé à l'occasion. Okay. Et là, pour le coup, il y avait 26 000 personnes qui vivaient dans le parc ou aux alentours et qui ont été délocalisées progressivement. Et c'est encore un processus en cours. Donc, il y a encore quelques villages au sein du parc national qui sont en train de se faire déplacer. Et quand tu parles de villages, tu dis 26 000 personnes, quand tu parles de villages là, qui vivent dans ces parcs et tout, est-ce que c'est la représentation qu'on se fait, nous, en tant qu'occidentaux, de villages d'Afrique? Ou est-ce que c'est... c'est assez rudimentaire comme village, je sais pas si c'est très correct ce que je dis, mais... Oui, donc est-ce que c'est pas vraiment être les mêmes types de villages. Oui, sinon ça reste des villages, disons, rudimentaires sans être péjoratif. Non. Mais oui, c'est sûr que c'est des villages où les gens vivent assez modestement, pauvrement, où c'est souvent des cases.
Voilà, après, je ne suis pas allé directement sur place pour voir ces types de villages. Mais bon, c'est sûr, ce sont des populations qui n'ont pas forcément d'électricité ou d'eau courante, voilà, qui vivent simplement dans ces parcs-là, mais qui du coup sont toujours en train d'être déplacés vers les marges du parc. Donc pour faire la liste un petit peu, là je parlais de la faune en m'attardant, ici donc les communautés villageoises, et puis du coup quand tu crées ces parcs-là, eh ben, ça fait venir aussi beaucoup de touristes. Donc ça c'est un autre type de population finalement qui est intéressant à étudier, et le modèle économique de ces parcs, ça mise beaucoup sur le tourisme. Parce que voilà, quand les touristes viennent, ils payent déjà pour entrer dans le parc, ensuite ils peuvent louer une voiture, enfin voilà, ça vraiment, ça crée tout un marché du tourisme, tout un marché économique. Et rien que dans le parc Kruger, eh ben, avant, disons, la pandémie, il y avait plus d'1 million de visiteurs annuels. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de monde qui viennent. Et puis le Kruger, il est vraiment rodé pour l'accueil des touristes, où les routes sont de très bonnes factures. Il y a beaucoup d'infrastructures pour les accueillir, plein d'activités proposées. Ce qui est moins le cas du coup dans les autres parcs, du Grand Limpopo, au Zimbabwe et Mozambique, c'est les parcs plus récents qui sont beaucoup moins disons, développés en termes d'infrastructure. Donc là aussi, ça crée une sorte de déséquilibre au sein d'un même parc. Donc il ne faut pas imaginer qu'un parc transfrontalier, c'est quelque chose d'homogène et qu'on va retrouver la même chose partout. Donc là, j'étais dans les touristes. Ensuite, eh ben, il y a tout le personnel du parc, finalement. Donc ceux qui s'occupent, souvent on dit les gestionnaires. Donc là, ça peut compter à la fois les guides touristiques qui vont emmener les touristes faire des tours sur des chemins souvent balisés. Il y a tous ceux qui tiennent les restaurants ou des infrastructures, qui vivent souvent sur place. Et puis, il y a surtout les rangers. Donc là, c'est un peu ceux qui patrouillent, qui s'occupent des animaux, qui peuvent aussi les déplacer parfois. Hein, si on a besoin de prendre tel animal. Et ça, surtout en Afrique du Sud, ils ont une tradition de la conservation très développée sur ça. Ils vont carrément même pouvoir utiliser des hélicoptères pour prendre un rhinocéros et le déplacer d'un côté à un autre. En bref, ils ont une gestion assez poussée finalement de la faune. Et bon, j'en parlerai après. T'as des gardes forestiers aussi dans les rangers? Ouais, disons que garde forestier, ça s'applique un petit peu plus à des zones où il y a des forêts, quoi. Ouais. Parce que en Afrique australe et surtout le Limpopo, c'est plus un paysage de savane, quand même, qu'on trouve. Mais bon, après, voilà, il y a quand même aussi cette gestion de la faune. En France, pour le coup, on aurait plus ce type de garde forestier. Dans le parc qui m'intéresse, il est plus le Mercantour, c'est un peu dans la montagne. Même pas qu'un peu, c'est dans la montagne. Carrément. Dans les Alpes. Et donc ici, c'est un autre type de... mais bon, ça reste quand même des employés du parc, des gestionnaires qui vont s'occuper de la faune, qui vont pouvoir aussi contrôler vite fait ce qui se passe. Et à côté de ça, donc ça, c'est un peu le fonctionnement normal. Les gens qu'on s'attend et qu'on souhaite trouver ici. Hein, la faune, c'est normal. La population, bon, comme j'ai expliqué, qui peut être déplacée. Et les touristes. Et ensuite, à côté de ça, on a des activités plus informelles, voire illégales. Et là, ce qui est intéressant dans les deux parcs que j'étudie, c'est qu'il y a des routes migratoires. Donc c'est là où ça commence un peu à devenir plus problématique, à la fois dans l'organisation et la gestion. Puisqu'on a, je vais pas commencer par le Grand Limpopo, en Afrique australe. Donc ici, il y a clairement des routes migratoires assez anciennes, puisque peut-être vous le savez, l'Afrique du Sud est quand même beaucoup plus développée. C'est la puissance régionale en Afrique australe, et elle a basé en grande partie son économie sur les mines. Donc il y a beaucoup de gisements d'or, de platine, de plein de choses, et surtout autour de la région de Johannesburg. Et ça a fait venir beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et surtout des migrants qui sont venus du Zimbabwe, du Mozambique. Et la plupart de ces migrants traversent les parcs directement. Et ça, depuis le XXe siècle, ça fait un bon moment. Et c'est toujours un peu le cas. Donc il y a une sorte de route migratoire qui passe par là, et ça implique du coup une nouvelle type de mobilité. Et à côté de ça, et ça c'est aussi le cas dans le parc transfrontalier Alpi Maritime et Mercantour, où vous le savez, ça sera plus familier pour vous, que depuis quelques années, il y a une sorte de crise migratoire en Europe, avec plein de routes diverses, et beaucoup de migrants passent aussi par les Alpes directement à travers ces parcs-là. Donc ça peut poser quelques soucis aussi, même si ce n'est pas exactement les mêmes ordres de grandeur. Et par exemple, je suis tombé sur un article de presse il n'y a pas très longtemps qui expliquait encore qu'il y a des migrants qui sont morts en voulant traverser les Alpes à cause d'une crevasse ou ce genre de choses.
les migrants. Et un cas un peu plus particulier, ça c'est un peu une spécificité en Afrique australe, c'est qu'il y a beaucoup de cas de braconnage. Et ça, je dirais que c'est un peu l'enjeu principal de ces parcs-là. Donc le braconnage, c'est lorsqu'on chasse de manière illégale. Et il y a aussi plusieurs types de braconnage. Il y a le braconnage qu'on va plutôt qualifier de commercial, où le but c'est vraiment de tuer des rhinocéros ou des éléphants. On découpe leurs cornes, leur défense, et ensuite on peut les revendre très cher sur le marché noir. Et souvent, les pays qui sont les plus demandeurs de ça, c'est en Asie. C'est la Chine, le Vietnam, où ils sont prêts à payer vraiment des fortunes pour juste une corne de rhinocéros, etc. Donc ça fait vivre une économie de marché un peu parallèle. Et ça, c'est intéressant. C'est quelque chose qui s'est développé aussi avec la pandémie, le développement d'un braconnage dit alimentaire, où clairement on va tuer des gazelles, des buffles, etc. pour les bouffer. Parce qu'on a faim. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins en France. On peut avoir, il y a la chasse, c'est quand même beaucoup mieux encadré. Puis bon, les gens n'ont pas besoin d'aller chasser les ours ou les sangliers pour bouffer. Oui, je savais pas que du coup, il y avait ce braconnage pour se nourrir, en fait. C'est terrible. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui touche surtout l'Afrique, du coup. Ouais. Et sans surprise, puisque de manière générale, on a affaire à des pays beaucoup plus pauvres, où il y a beaucoup de populations qui sont délaissées, et donc c'est pas non plus surprenant qu'il y ait ce genre de pratique. Ok. Le but de ta thèse, du coup, c'est de faire un état des lieux de tout ça, ou il y a des solutions que tu cherches pour régler un certain problème, en fait? Alors, disons que pour l'instant, j'ai pas tellement de visée opérationnelle, de ce qu'on pourrait appeler la recherche-action, avant de proposer des pistes pour la gestion des parcs. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est plus sur un plan de recherche pur, c'est de comprendre un peu, de décrire déjà un peu comment ça se passe ici, puis analyser un peu les interrelations qu'il y a entre ce que j'appelle les catégories d'acteurs, y compris donc en prenant en compte la faune. Alors ensuite, l'objectif de ma thèse, c'est ce qu'on dit dans ma thèse en 80 secondes, tu sais. L'objectif de ma thèse, c'est... je dirais que j'en ai pas un seul, bon, comme souvent. Hein. Ouais. Mais c'est déjà de saisir les interrelations qu'il peut y avoir entre frontières et mobilité, en prenant donc en compte tout ce que je viens de dire, et de comprendre aussi comment ça impacte finalement la gestion de ces parcs-là. Et sachant que mes objectifs et ma réflexion, ils ont aussi serpenté, évolué avec le temps. Et puisque au début, c'était un peu de me dire, d'avoir un peu aussi une vision évolutive, de se dire, essayer de comprendre la place de la frontière. Donc ça, c'est plus l'aspect géographique. De se dire, il y a une frontière politique qui est passée là. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on crée un espace de conservation transfrontalière? Qu'est-ce qui advient de cette frontière? Souvent, elle peut changer de forme, peut changer de fonction, peut changer d'usage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque, dans le processus, finalement, entre la mise en place du parc et sa processus? Parce que ce qui est intéressant avec les deux parcs que j'étudie, c'est qu'ils sont un peu contemporains. Et à l'échelle internationale, il y a vraiment une vague de mise en place de parcs transfrontaliers à partir des années 90. Pour plein de facteurs externes. Et à la fois le parc Mercantour Alpes-Maritimes comme le Grand Limpopo, ils sont créés à peu près en même temps, fin 90, début 2000. Et donc on a déjà un petit recul d'une vingtaine d'années d'existence de ces parcs-là qui ont eu le temps de façonner de nouveaux espaces, de nouveaux usages finalement. Et ensuite, donc une fois qu'on a ça, j'ai finalement aussi décidé d'intégrer ce contexte particulier de la pandémie, puisque ça a forcément un impact aussi sur les liens entre frontières, mobilité. Et donc c'est aussi c'est devenu finalement un peu un objectif de thèse en soi que de prendre en compte ce contexte-là, ce qui permet aussi de faire quelque chose d'inédit un peu. Il y a cette crise-là qui était structurelle, qui devient structurelle un petit peu. Mais elle influe en plus ta thèse, comme tu disais, genre dans le changement de braconnage, mais aussi certainement dans les migrations et tout ça, non? C'est ça, ouais. En disant, entre le moment où je me suis lancé dans ce projet de thèse, avec certaines clés en main, et ensuite la pandémie, ça a quand même beaucoup bouleversé les objets que j'étudie en soi. Il y a moins de touristes aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a déjà un impact clair sur le tourisme, et puis aussi la question de la frontière interroge, puisque il y a aussi des aspects sanitaires qui rentrent en jeu davantage, pas forcément laisser venir certains types de populations. Comme je l'ai dit, du coup, un contrôle encore plus accru pour gérer le braconnage, c'est surtout le cas en Afrique. Bref, du coup, essayer de comprendre
à la fois comment les frontières ont été transformées par ces espaces, maintenant comment la pandémie joue sur ça. Donc là, c'est là où il y a un aspect plus contemporain, plus direct dans mon sujet. Et c'est un sujet qui, d'après toi, parce qu'en géographie, du coup, c'est un sujet de thèse, ça dure combien d'années à peu près? On est sur 5 ans, un peu plus? Alors, j'ai pas de moyenne en tête, mais c'est vrai que souvent, on est plus sur 4-5 ans. Donc après, c'est comme partout, on a généralement des contrats de thèse qui durent 3 ans, ça, c'est légal. Et après, souvent, ça se fait pas en 3 ans, c'est très rare. Ouais. Et donc, la durée moyenne, c'est 4 ans et demi, 5 ans. Ok. Et avec la pandémie et tout, ça va te sembler faisable, du coup? Écoute, on en reparle dans quelques années. Et après, oui, j'ai pas trop envie de m'éterniser trop dans ma thèse. Et puis après, voilà, il y a les campagnes de vaccination en cours. J'ai bon espoir de pouvoir accéder. Là, je pense que cibler avant tout le parc en France, Italie aussi, ce qui me permet qui est plus accessible. Et ensuite, on a quand même à disposition tout un tas d'outils informatiques, numériques, qui permettent de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que si on peut parler un peu de méthodo, j'oriente un peu différemment. Donc c'est vrai qu'en géographie, et surtout géo-humaine, on essaye beaucoup on mobilise finalement des outils à la fois qualitatifs, quantitatifs, mais ça passe beaucoup par la rencontre de personnes, la récolte de données par des entretiens, des questionnaires. Et donc ça, en effet, pour l'instant, c'est un peu compliqué d'aller chercher ces données brutes. Mais après, il y a d'autres choses. Pour l'instant, je me concentre plus sur le contexte général, d'avoir puisque en géo, on aime bien faire des cartes. Donc, J'adore cette phrase. De trouver l'ensemble des parcs, de pouvoir les localiser, d'essayer de comprendre aussi leur localisation, de comprendre un peu les enjeux, les relations déjà entre les États et comment ça se traduit concrètement dans ces parcs-là. Tu viens de me faire un flashback de mes dessins de géo qu'on faisait pour le bac, là, toutes les tracés et tout. On avait dû apprendre par cœur, placer les villes, les machins et tout. Okay, J'ai jamais appris d'ailleurs. Moi je connaissais je connaissais la carte du monde et vite fait les États-Unis. Et vraiment j'ai fait, le reste c'est trop dur. T'es tombé sur la France? Je suis tombé sur le monde. Ah, le monde. Et je m'en suis trop bien sorti. Le monde. Moi j'avais eu la Russie. Oui. Beaucoup de villes, un peu paumées. La Russie, c'est vraiment, on t'a dit, on va prendre un pays, on prend le plus grand. Voilà. Clairement. Et qu'est-ce que j'allais dire? La géographie, ça se voit quand t'en parles et tout, ça a l'air de te passionner, vraiment. Ça te passionne depuis longtemps? Genre depuis le lycée, tu savais que tu voulais faire de la géographie ou c'est venu un petit peu au fur et à mesure? Je dirais que ça c'est venu au fur et à mesure. En tout cas, souvent, je dirais que l'entrée par la géographie, c'est une curiosité générale sur le monde et puis un goût du voyage aussi. Ouais, t'as l'air d'avoir pas mal voyagé déjà quand même. Oui, ça va, j'ai un peu roulé ma bosse, modestement tout de même. Et après, c'est plus que j'ai une formation très finalement interdisciplinaire. Donc, j'ai commencé par une prépa, donc là, prépa littéraire, qui te permet de toucher à différentes disciplines en parallèle. Et ensuite, j'ai aussi une formation en histoire-géographie. Et après, dans le master, même là, c'était un peu élargi. Mais c'est sûr que j'ai toujours eu une affinité pour la géographie depuis les récits de voyage de mon oncle déjà qui avait parti en Éthiopie. Et un petit coucou à Francesco, passage. Et du coup, c'est l'Afrique. Du coup, tu disais que tu as fait un master spécialisé sur l'Afrique et du coup, c'est pour ça que ta thèse, elle porte sur l'Afrique. Mais même avant, du coup, tu étais intéressé par l'Afrique ou pas spécialement? Oui. Disons, voilà, on a tous des affinités plus ou moins pour des régions du monde. Et je dirais qu'en effet, c'est pas pour rien que je m'étais orienté aussi sur ce master-là. Forcément, j'avais une affinité pour les terrains. J'aime bien me rendre en Afrique. Et c'est un espace, un continent que j'aime bien étudier dans son ensemble, dans toute sa complexité aussi. Et d'ailleurs, souvent, on milite avec Leïla pour ne pas parler de l'Afrique au singulier, mais plus au pluriel. Ouais. Et, parler des Afriques. Et en effet, je ne sais pas quoi te dire après là-dessus. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entrées, mais c'est sûr que ça me passionne bien. Et finalement, la pandémie, si on essaie de voir le côté positif, j'aime bien aussi le fait que ça me fait revenir sur des terrains plus proches, que ce soit France et Italie. Non, et puis ça te fait donner une approche, comme tu disais, inédite. Et tu peux même mettre en place peut-être des protocoles, justement, comme tu disais. Ce qui est classiquement fait, c'est d'aller voir directement sur le terrain, discuter avec des gens et tout. Il y a peut-être d'autres protocoles à mettre en place il faut s'adapter, quoi. Donc ça peut être aussi ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça. C'est peut-être quelque chose dont on entend parler, mais c'est vrai que quand on fait de la recherche, je pense
quelle que soit la discipline, il faut vraiment pouvoir être créatif aussi dans ce que tu mets en place, dans ta manière de réfléchir déjà, et puis ensuite dans comment tu veux chercher et récolter telle ou telle donnée. T'as l'air aussi d'avoir une passion, enfin, je sais pas si on peut parler de passion, mais genre pour apprendre, parce que tu es parti sur une prépa littéraire, t'es allé en histoire, t'es allé en géographie. Il y a d'autres thèmes que t'aimerais aller étudier plus tard? Alors, disons que je continuerai à le faire par moi-même, Bien et sûr. après je ne suis pas prêt pour me relancer dans les études. Ah ok. Ouais, non, J'ai sans l'impression parler d'avoir d'études. passé presque une moitié de ma vie à étudier. Moi, je connais des gens, genre, j'ai l'impression qu'ils s'arrêteront jamais d'étudier. C'est vraiment, j'ai une prof qui a arrêté les cours pour repartir faire des études. Ok, ouais. ça- Je ne sais pas si j'irai là. Mais après, si je devais choisir d'autres disciplines, j'aime beaucoup aussi la philo et l'anthropologie. Ouais, j'allais dire anthropologie. Bah, J'ai forcément, c'est quasiment sûr. les populations aussi. En plus, philosophie, tu pourrais l'appliquer. Est-ce que tu as un peu de philosophie enfin, de philo ou d'anthropo dans ta thèse là actuellement? Pas directement, non. Peut-être un Ouais. peu plus par l'anthropologie, par la méthode. Ouais. Parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller au contact des gens. Plus, c'est aussi tous les outils que la géographie un peu emprunté à la sociologie et à l'anthropologie. Fait, tu sais, l'entretien semi-directif, de pouvoir vraiment préparer en amont finalement le type de données que tu veux en posant les questions à la personne que tu vas rencontrer. Et Ouais. donc ça, c'est un peu emprunté à ce genre de discipline. Donc je dirais que plus cet aspect-là, mais après non, pas directement mon angle. Puis c'est déjà assez compliqué, assez large de se dire je fais un truc en géographie. Et cette thèse, on te l'a proposée ou c'est toi qui l'as... On aime bien parler un petit peu de ce côté-là. Comment t'en es venu à la thèse? Et après, quel type de contrat c'est? Comment tu gères ça? Tout ça? C'est quelqu'un que t'as passé un entretien? C'est toi qui détermine ton sujet? Alors, dans mon cas, j'ai un peu eu de la chance, disons, puisque mon directeur de mémoire, quand j'étais en M2, on est resté un peu en contact. Et il savait que j'étais intéressé pour faire continuer en recherche. Donc, je n'avais pas enchaîné tout de suite. Après mon master, j'ai eu un petit entrebâillement. Et ensuite, lui-même était revenu vers moi en me disant qu'il avait déjà une idée de sujet qu'il m'a donc proposé. Et ensuite, j'ai eu le temps de le préparer avec lui dans le but de passer un concours doctoral. Donc ça, si vous avez déjà eu des invités précédemment, vous savez que la question du financement est souvent délicate en doctorat, et encore plus en SHS. Et donc là, disons que pour moi, j'ai eu un peu de la chance, entre guillemets, puisqu'en préparant ce concours-là, j'ai fini par pour le réussir et obtenir un contrat doctoral. Bah, t'as pas eu de la chance, t'as travaillé. Oui, après j'ai eu de la chance aussi dans le sens où ça s'est aligné. Oui, mais bon, et t'as puis fait en sorte que aussi. il y a peu de place pour beaucoup de gens. Donc. Mais c'est assez cool aussi parce que... Désolé, je t'ai coupé. Vas-y. C'est assez cool parce que genre, je sais pas si t'es pas le premier à nous dire que t'as déjà travaillé en amont le titre de la thèse et tout ça, et que t'es pas arrivé une fois le sujet tout prêt. Et je crois que t'avais quand même Laura et Emmanuel. Ouais. Laura, je sais pas si elle a pas... sujet aussi. Emmanuel, je sais qu'elle a préparé aussi, ouais, c'est vrai. Enfin, le protocole, en tout cas, elle a préparé. Ouais. Et du coup, donc toi, tu as préparé ton sujet et tu l'as proposé à l'école. Enfin, tu as passé un concours avec ton sujet, en fait, à l'école doctorale. Et l'école doctorale, donc tu as eu la bourse, en fait, pour travailler pendant 3 ans, c'est ça? Est-ce que c'est pas une bourse, c'est vraiment un contrat de travail? C'est un contrat de travail, ok. Ouais, contrat de travail sur 3 ans, où tu peux aussi faire de l'enseignement à côté, ce que j'ai fait. Et donc voilà, là, j'arrive à la moitié de mon contrat doc. Où, voilà, tu as une paye mensuelle et c'est quand même c'est beaucoup très plus confortable pour Ouais. faire la recherche de manière plus paisible, disons. Ouais. Bah, c'est ce que faisait Robin dans le premier épisode. Il a aussi passé un concours et il a eu, et du coup, pas toi. Hein. Oui, non, L'autre Robin. Autre Robin. Et ce que n'a pas eu Johan, du coup, l'autre doctorant en droit, qui lui a essayé de passer un concours, mais du coup ne l'a pas eu. Et donc il travaille à côté. Oui, tu sais, dans l'école doctorale où je suis, c'est donc le DMH, c'est l'école doctorale Montagne Humanité, où il y a plus de 600 doctorants au total. Et il me semble qu'il n'y a qu'un tiers, quelque chose comme ça, qui est financé. Ah, okay. Bon, après, pas que contrat doc, tu sais, il y a différents types de financement, mais bon, ça reste une petite minorité. Et oui, c'est 600 doctorants, je crois que c'est une des plus grandes écoles doctorales à l'échelle française, qui mène vraiment plein de labos différents. On a à peu près, je sais pas si on n'est pas à peu près à la moitié ou un petit peu moins de la moitié financé, moitié... Ouais, j'ai l'impression, ouais. Parce que là, on a reçu pas mal de gens en SHS, comme tu dis, sciences humaines sociales. Et du coup, ouais, c'est cool, parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir beaucoup de thésards axés sciences naturelles. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi qui suis en sciences naturelles, de rencontrer des doctorants en sciences humaines et sociales. Ouais, réciproquement. C'est hyper intéressant.
Et qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ta thèse? Est-ce que tu as besoin de sortir des fois de ta thèse? Il y en a, ils adorent rester dedans à fond, hein, ça peut être ton cas aussi. Est-ce que tu fais des choses pour te sortir un peu de ta thèse? Est-ce que des passions, des trucs comme ça, on aime bien savoir. Qu'est-ce que tu fais à Oui. côté? Alors, en tout cas, c'est vrai que ces derniers temps particulièrement, j'ai l'impression d'être à fond dans la thèse. Ouais. Mais bon, à côté de ça, disons, pour rester juste sur l'aspect professionnel, j'étais pas mal pris par les charges d'enseignement aussi. Mhm. J'étais chargé de TD à l'université, donc ça prend aussi du temps, pour ne serait-ce que préparer les cours, les données et interagir avec les étudiants. T'avais des étudiants de quelle année? Alors moi, c'était surtout licence 1 et 2 de Ah géographie. Donc c'est le début quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Des petits bébés. Je m'envoyais à quelques années à leur place. Ouais. Donc c'est intéressant ce renversement. Et t'avais combien d'heures d'enseignement par semaine? Alors, généralement, quand tu fais un contrat doc, tu peux avoir jusqu'à 64 heures de TD annuel Ouais. maximum. Et donc, généralement, ça fait, dans mon cas, c'était 3 cours de 20 heures, et donc ça fait 6 heures par semaine. Ok. Ouais, donc c'est quand même pas mal de boulot à préparer et tout quand même. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Mais bon, pour passer au-delà, oui, bien sûr, j'ai des passions. Moi, j'aime bien écrire aussi. Ce que je fais, pas seulement l'écriture scientifique, ça part, mais j'aime bien aussi l'écriture plus littéraire. Et j'aime bien aussi le jonglage. Je pratique le jonglage de manière assez régulière. Et après, voilà, j'aime beaucoup sortir, Des trucs. plus faire des promenades. Aller j'aime dans les bien, bars. Les quoi? J'ai pas compris. Ok, t'écris aussi. Ça, c'est pratique pour quand t'es thésard d'aimer écrire déjà. Ouais. Pour la rédaction. J'aime bien écrire. Après, d'expérience, tu vois, c'est très différent Oui, bah ouais. de faire une écriture scientifique, disons, pour la recherche, d'une écriture plus littéraire. C'est pas du tout le même processus. Ouais, mais si t'arrives à jongler entre les deux, ça doit quand même bien aider. Tu viens de pour faire la un rédaction. vieux jeu de mots. Oui, putain, je T'arrives à jongler entre les deux. T'es horrible. J'ai pas fait exprès. Ouais, à 2 éléments, c'est très facile de jongler. Et t'écris quoi comme genre Enfin, t'écris quoi? T'écris plutôt du roman, des nouvelles? Moi, je suis très axé poésie plutôt. Poésie? Ouais, j'aime bien l'écriture poétique, que ce soit bref, incisif. Plus haïku ou alexandrin Je suis assez attaché à la forme. Ouais. J'aime Ouais. bien les formes classiques, alexandrin, quand ça rime, quand c'est bien. C'est bien droit, ça bien rentre carré. bien. C'est ça, ouais, j'aime bien jouer sur les mots pour que ça rentre dans des formes. Mhm. C'est classique, même si j'aime bien aussi l'écriture en vers libre. Ça dépend, mais c'est les types d'écriture dans lesquels je me sens plus à l'aise. Plutôt en parce vers, que- du coup, qu'en prose. C'est ça, ouais. Après, l'écriture de roman, c'est quelque chose qui me travaille aussi, mais ça demande beaucoup plus de temps, d'investissement. Ouais, c'est sûr. Et là, j'ai déjà le roman de ma thèse qui m'occupe bien Tu pourrais assez. écrire un livre sur ta thèse. Ce sera après. déjà Voilà. un joli bouquin en plus, Ah bah on ouais, va en pas se plus, mentir. Ouais, ouais. Il y a une question qu'on t'a pas posée, enfin en tout cas que je t'ai pas posée. Est-ce que tu cherches du coup en rapport avec ta thèse à proposer éventuellement des lois ou des propositions en fait de lois pour potentiellement plus tard les faire passer je sais plus à qui du coup qui fait les lois, mais en gros est-ce que ta thèse va servir aussi du coup à faire des propositions de loi? Alors, Ou des éléments de gestion. Voilà, ouais, ouais. l'élément de gestion, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas un objectif en soi pour l'instant. Ouais. Et si d'aventure ma thèse permettait d'avoir des éléments que j'estime intéressants, utiles pour modifier certaines choses, alors oui, dans ce cas-là. Là, c'est vrai que je m'attaque quand même aussi à un gros morceau Ouais. où il y a des institutions déjà en place, etc. Donc voilà, en tout cas, je commence à avoir une sorte de connaissance, d'expertise sur le sujet. Donc oui, éventuellement, si je vois qu'il y a des résultats, des choses intéressantes que je peux amener sur la table, ça reste ouvert, oui. Et moi, j'en ai une autre aussi question par rapport à ton sujet de thèse directement. On a l'impression que, du coup, comme tu fais beaucoup de choses, tu étudies beaucoup d'acteurs et aussi beaucoup les espaces physiques aussi. Est-ce que, donc il y a l'air d'avoir pas mal de petits problèmes. Est-ce que tu aurais un ou deux gros problèmes qui ressortent justement déjà de ces parcs ou de ton étude en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un problème dominant ou un truc qui toi te fait... Disons que pour le Limpopo, je pense, quand on dit problème, je pense au braconnage. Ouais. Clairement, c'est quand même le problème majeur. Et un des soucis, c'est que ça a aussi induit une sorte de paradoxe dans le statut de la frontière, puisque d'un côté, on veut ouvrir la frontière, parce qu'il faut savoir, là, ça implique aussi de revenir un peu du côté de l'histoire, qu'entre Afrique du Sud et Mozambique, les relations étaient assez complexes.
puisque voilà, l'Afrique du Sud était dans un régime d'apartheid. Le Mozambique devient indépendant en 1975, et enchaîne avec des guerres civiles, avec beaucoup de conflits. Et justement, au niveau de ces parcs-là, c'était un peu un lieu de conflit directement, où il y avait la guérilla mozambicaine qui se mettait là, etc. Donc la frontière était vraiment le rôle un peu classique de la frontière, de barrière politique, de protection, avec vraiment des murs, etc., qui cloisonnent. Et l'idée, c'était d'enlever ces murs-là, ces clôtures, pour laisser la faune déjà traverser, et puis aussi l'idée d'ouvrir un espace touristique beaucoup plus vaste, pour que les touristes puissent aussi se mouvoir plus librement. Et à côté de ça, ça permet aussi, comme j'ai dit, la venue d'autres acteurs moins souhaités, que ce soit les migrants qui traversent ou les braconniers, du coup, qui viennent. Et ça, je pense, de ce que j'ai en tout cas lu, étudié jusqu'à présent, ça reste quand même l'enjeu majeur au niveau de l'Afrique du Sud et de ce parc-là précisément, de gérer ces braconniers-là. Et ça se traduit par une sorte de militarisation de la conservation, où c'est ça, les gestionnaires de parcs misent beaucoup sur un équipement lourd. Enfin, il faut imaginer vraiment des groupes militaires, paramilitaires, fortement armés, avec une surveillance par drone, par hélicoptère, etc. Qui chassent les braconniers, du coup. Ouais, qui peuvent les traquer, quitte à les arrêter. Et ça rentre un peu en contradiction avec une volonté de donner un cadre de vie paisible à la faune et de laisser des touristes se promener librement, puisque ça peut générer des dangers directs, quoi. Donc là, quand tu me dis un des problèmes, je pense vraiment au braconnage pour ça. Pour la France et l'Italie, je dirais que c'est plus un enjeu de gestion commune, puisque la frontière n'a pas du tout le même historique. On est dans l'espace Schengen, les frontières n'ont pas de traces, elles ne sont pas matérialisées de manière aussi concrète que par des clôtures, des barbelés, etc. Il n'empêche que il y a toujours une sorte de contentieux frontalier entre la France et l'Italie. Encore récemment, l'Italie réclamait un petit bout au niveau du Mont Blanc. Bref, les frontières sont des lignes mouvantes en fonction des équilibres de force, etc. Et c'est intéressant de voir aussi qu'on partage entre guillemets des parcs, mais ça reste souvent un peu théorique. Et que ça reste quand même à la base des États souverains qui ont leurs intérêts, qui aiment bien quand même avoir des limites assez fixes, enfin pas forcément fixes, mais assez bien définies. Ouais. Et donc entre France et Italie, il y a un peu cet enjeu de comment est-ce qu'on développe le parc, comment on lui propose un modèle économique, dans quelle direction on décide d'aller, et comment est-ce qu'on peut concilier finalement. Et ça, c'est un problème, un problème un peu majeur, je dirais, actuel, et d'autant plus dans un temps de changement climatique où on veut axer sur l'environnement. C'est comment est-ce qu'on concilie un développement économique qui est basé sur la conservation de la nature, le tourisme, avec des enjeux purement, si on veut protéger, si on veut défendre la nature, comment on s'y prend, quoi. Ok. Et donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, à mon petit niveau, je n'ai pas encore forcément de réponse. Mais je peux évoquer... Il y a un philosophe qui m'a pas mal un peu interpellé ces derniers temps, qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui propose un peu qui met en tout cas à l'écrit, qui propose des choses sur la manière de concevoir. Et lui, il a tendance à fortement critiquer, ne serait-ce que même que l'expression de protection de la nature, en estimant que déjà protection, c'est un peu un rapport paternaliste finalement, où l'être humain s'arroge un peu le droit de protéger des non-humains, des choses qui sont un peu en dehors de lui, et de l'autre côté de désigner la nature, qui finalement est quelque chose d'assez flou, qu'on conçoit souvent en opposition avec les humains, la culture, etc. Et donc, sa porte d'entrée, c'est carrément dire que ça, c'est un peu une fausse piste qui amène pas sur le meilleur type de relation qu'on peut avoir avec les non-humains, avec notre environnement. Et ça lui propose plutôt de parler de défense de défendre les braises du vivant. Un peu le titre de son bouquin, là. Et de plus parler de défense du vivant. Donc, c'est pas exactement la même approche que protection de la nature. Que protection de la nature, ouais. Okay. Parmi les pistes, en tout cas, puisque on parlait influence de la philosophie, disons, plus la manière même de concevoir, de poser les enjeux, de définir les termes. De ce côté-là, disons que
voilà. Il y a des choses à prendre, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que tu as oublié de dire quelque chose sur ton sujet de thèse ou avant qu'on passe à l'interro de Robin avec le jingle? Un Il n'est jingle. toujours pas là. T'en as Toujours un, pas de non? jingle. Si, Muriel t'en a fait un. Ah, putain, oui, c'est vrai. J'ai pas encore écouté l'épisode, Ouais, donc je faut sais, que mais ça va je être drôle. réécoute ça. Sinon, il faut le faire à la voix. Hein. Ouais, c'est ça, il a été fait à la voix, mais Oui, il a été. Ah oui, c'est vrai. Ah, faut on que en tu a le peut-être samples. un. Ah, faut que ça va être incroyable, ça aussi. C'est l'interro de Robin. Non, alors il y a plein de petits aspects voilà, que j'ai pas évoqués, etc. Mais je pense que j'ai j'ai dit l'essentiel. Et s'il n'y a pas de questions annexes ou de manque, en tout cas, je pense pas avoir utilisé beaucoup de termes compliqués. Ah non, Non, Donc franchement, voilà, ça va. c'était assez limpide. On n'a pas de phénylpropène, donc déjà, ça me. Tout va bien. Ok, ben go l'interro alors. Go l'interro. C'est assez délicat, je trouve, à résumer. Moi, de ce que j'en ai compris de ta thèse, c'est du coup de faire un état des lieux et notamment sur la faune, la faune et les humains dans les milieux transfrontaliers, dans les espaces transfrontaliers. Ouais. Notamment du coup donc en Afrique australe avec le Grand Limpopo et le Lubombo. Ah, celui-là, du coup, moins. Tu l'as moins du coup maintenant, ouais. Et du coup avec j'ai oublié de son nom, celui sur la frontière du coup franco-italienne. Ouais, Alpi Maritime Mercantour. Ok. Alpes Maritimes Mercantour. Ok. Voilà. Et je sais pas trop quoi rajouter en fait. Ça me. Vas-y, je vais prendre le. Vas-y, je veux que tu prennes le relais, ouais. En gros, déjà, il faut dire que les espaces transfrontaliers que tu étudies, ça va être surtout les parcs naturels. Enfin, les parcs naturels, Ah oui, les, oui, les bien sûr. réserves, là où on défend du coup le vivant, on pourrait dire, plus que la protection. Ah, pour l'instant, là, on protège la nature. Pour l'instant, on C'est protège le la cadre nature, mais c'est institutionnel. le cadre. Et en gros, tu vas étudier du coup les différents acteurs humains et non humains. Donc dans les non humains, on a la faune, la flore peut-être, mais la faune t'intéresse plus. On va dire. Donc la flore, même si elle se déplace, Elle se c'est déplace pas la très, même très type. doucement. C'est ça. Et à l'intérieur du coup des humains, tu as différents types d'humains que tu vas étudier. Je sais pas si type enfin différentes classes, on va dire. Différentes catégories, oui. Catégories. Après, on aime bien faire une typologie, donc J'essaie pas de faire d'erreur parce que Ah, c'est un peu tendu. C'est ça. Et donc dedans, tu as les gens qui vivaient dans ces parcs, qui sont soit acceptés, soit mis du coup à l'écart du parc. Il y a les touristes, il y a les rangers, le personnel du parc, les migrants qui peuvent passer par des routes migratoires qui sont dans le parc, et les braconniers. Je sais pas si j'ai oublié une catégorie de personnes. Non, après, c'est vrai que j'ai pas évoqué moi-même, mais il y a aussi Les doctorants en ouais, géographie, c'est ça, en vrai, c'est ça, les chercheurs, quoi. Ouais, il y a les Parce chercheurs. qu'il y a pas mal de gens qui s'y rendent pour la Ouais. recherche. Et ils ont une présence qui est pas négligeable, Mhm. et surtout vrai. dans le Kruger, par exemple. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de chercheurs, et c'est souvent des écologues, Ouais. des biologistes, qui sont accueillis dans des camps de chercheurs, carrément. Donc il y a des infrastructures Ouais, oui, destinées. on les fait pas, c'est pas des touristes, mais c'est pas des personnels du parc non plus. Quoi. C'est ça, ouais. Bon, après, la typologie, elle est toujours variable et ça dépend un peu si tu peux classer les gens en fonction de leur activité ou la raison, le motif finalement qui les fait venir ici. Tu peux aussi les classer en fonction de la durée de leur séjour ou voilà, l'usage finalement de l'espace. Voilà, donc tu vas regarder un petit peu l'influence de ces catégories de population d'humains et non humains sur le parc en lui-même et aussi tout ce qui est la gestion du coup de ce parc. Et par contre, tu vas pas étudier. Je pense que ça doit être un volet quand même, mais tu vas pas du coup directement étudier le fait que plusieurs parcs se regroupent pour faire un parc transfrontalier. Ou ça va être quand même. Alors ça, Toi, tu pars déjà d'un parc déjà qui est déjà transfrontalier. Tu vas pas étudier oui, qui est déjà existant. Alors je peux revenir un peu sur son histoire. Ouais, mais expliquer l'évolution et surtout par le prisme de la frontière. Mais après, non, parce qu'après, c'est plus une thèse, c'est plus un aspect politique, etc., qui bien sûr m'intéresse, mais pas directement. Ouais, ok. Ok. Est-ce qu'on a à peu près bon? Oui, si ce n'est que voilà, il ne faut pas assiser, parce que quand tu dis espace transfrontalier, c'est beaucoup plus large. Ouais, mais non, mais j'ai oublié l'essentiel en fait, qui est les parcs. C'est quand même ça que pour l'instant, je me suis arrêté sur espace de conservation,
Ouais. transfrontalière, Mhm. sachant que, voilà, comme j'ai expliqué, il y a plein de types différents. Et ça, peut-être, oui, en effet, je ne l'ai pas dit, qu'en Afrique australe, particulièrement, ils parlent de parcs de la paix, ou peace parks, où là, c'est carrément une catégorie à part, où justement, ils ont été créés aussi pour encourager la paix, quoi. C'est genre pour... Ok, ouais. Parce qu'il y avait plutôt des conflits avant, et d'essayer de se dire, on va faire la paix par la coopération environnementale. C'est un peu un des grands axes aussi, qui est moins présent en Europe, puisque Oui. la Il y a paix déjà a plus été ou moins la faite. paix, ouais. La paix a déjà été plus ou moins établie, voilà, après Mm. la Seconde Guerre mondiale par l'Union européenne. Mm. Et donc voilà, la dimension, on ne fait pas les parcs pour la paix, Oui. mais on les fait plus voilà, pour s'inscrire dans une tendance, pour aussi voilà, créer d'autres types de relations entre États. Voilà, cette J'ai dimension l'impression qu'il y a un politique. côté aussi un peu transcender les frontières dans l'idée de essayer de s'en débarrasser aussi un peu grâce Ouais. un peu à ça. Une première étape en fait. Oui, alors concrètement, c'est pas tellement ce qui se passe, mais c'est clair Oui, bien que sûr. on vit quand même une période assez inédite Mm. en termes de rapport aux frontières, puisque voilà, on parle tous, on sait qu'on est dans une phase de globalisation, mondialisation. On n'a jamais eu autant d'échanges entre pays, de traversées de frontières, etc. Et ça interroge vraiment sur le statut, quoi. Est-ce qu'on veut continuer à avoir des barrières? Et là, en plus, ce qui est pour le coup très intéressant dans mon sujet, c'est l'aspect un peu environnemental aussi Ouais. qui vient se mêler. On se dit que finalement, c'est au nom d'autres intérêts, voilà, qui n'est pas seulement politique, économique, que finalement, ça interroge qu'est-ce qu'on fait de ces frontières-là, qui ont une histoire, qui sont souvent issues voilà, De de guerre. conflits, d'histoires. Ça me fait beaucoup penser à Thomas Pesquet, ce que tu racontes, Ah oui, qui disait que quand il est là Ah, dans l'espace, il il, voit a de essa- loin, ouais, il disait j'essaie de me repérer, mais il n'y a pas les frontières en fait. Et il disait d'un coup, ça te fait énormément relativiser ces questions de frontières et la terre et tout ça. Et- Ça, En Afrique, en plus, les frontières, elles sont, comme tu disais, elles sont un peu plus physiques, non que... alors ça En dépend, Europe. ça dépend vraiment où. Mais toi, où Mais, t'étudies, c'est... Ici, comme j'ai dit, donc il y a vraiment présence de barrières, de Mhm. clôtures, qui ont été en grande partie enlevées, Ah, ok. mais il y en a quand même toujours. Et là, du coup, c'est avec le cas du braconnage, etc. On peut se demander s'il y aura pas un retour aussi. Donc c'est jamais non plus, voilà, on va jamais dans une direction simple, univoque. Voilà, il y a plein de mini processus qui se mettent en place. Et la frontière après, au niveau européen, voilà, elle prend souvent la ligne de crête des Alpes. Donc il y a une sorte d'obstacle finalement naturel. ouais. Mm. C'est vrai qu'en plus, je sais pas trop si ça a rapport, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que l'Afrique avait été coupée en carrés. Alors que tu En regardes dans carré, tous les ok. autres pays, ouais, tu regardes les pays, les frontières africaines, elles sont très droites. Alors que tu regardes genre la France, ça part dans tous les sens, ça prend vraiment plus l'espace naturel, ouais, comme tu disais, Ouais, que est-ce que tu sais un peu du coup pourquoi est-ce qu'on aurait c'est cette la tracé? colonisation, je suppose. Oui, c'est sûr, en grande partie. Alors après, il faut toujours relativiser un petit peu, mais c'est clair que et ça, c'est quelque chose que je prends en compte, bien sûr, dans la réflexion, quoi, que Ouais. le statut, l'histoire des frontières n'est pas du tout la même entre la France et l'Italie qu'entre l'Afrique du Sud et ses voisins. Bien sûr. Parce que voilà, elle n'a pas procédé des mêmes processus, même pas de la même temporalité. Et pour l'Afrique, souvent on retient la conférence de Berlin de 1884-85, Ok. où tu sais, ce qu'on appelait un peu l'image, c'est souvent la caricature entre les chefs d'État européens qui se rassemblent autour d'une table et qui se répartissent le gâteau Oui, africain. oui, complètement. On dit, Ouais. moi je prends telle part. Et c'est vrai que c'est suite à cette conférence que beaucoup de tracés frontaliers ont été décidés et que les pays africains ont ensuite hérité finalement une fois que la colonisation a pris fin, qu'ils ont pris leur indépendance. Donc c'est pour ça que quand tu regardes les frontières en effet entre disons, la Libye et l'Égypte, tu vois, c'est vraiment Ouais. très géométrique. Parmi les frontières les plus géométriques qu'on peut avoir par rapport à d'autres frontières, et ça c'est vraiment le cas en Europe où les frontières sont plutôt le résultat de siècles, de décennies de litiges qui ont été redessinés au fur et à mesure. Et en Afrique, c'est aussi que très vite, après les indépendances, en 1963, il y a l'organisation de l'Union africaine, qui s'appelait l'Organisation de l'Unité africaine avant de devenir l'UA, a décidé d'un principe de l'intangibilité des frontières. Donc, disons que les États africains ont décidé collectivement, ceux qui étaient déjà indépendants,
de se dire, bon, pour éviter trop de conflits, on va juste conserver les frontières comme ça, on va pas faire des conflits. Sinon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont décidé. Et globalement, ça a bien tenu. Enfin, depuis les années 60, il y a assez peu de changements frontaliers en Afrique, si ce n'est le Soudan du Sud qui prend son indépendance, l'Érythrée aussi qui est sortie de l'Éthiopie. Et donc voilà, on a cet héritage. Et pour le coup, en Afrique du Sud, avec ses voisins, ce sont des frontières plus coloniales. Et d'autant plus que l'Afrique du Sud était entre 48 et 94 sous l'apartheid. Ouais. Et donc ça a s'y joué. Et que ça, c'est un autre aspect que je n'ai pas évoqué. Et c'est, disons, un peu une complexité supplémentaire qui fait qu'en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, il y avait ce qu'on appelle des bantoustans. Donc c'était une sorte d'espace de ségrégation pour les populations noires, où le régime d'apartheid en place a décidé finalement de parquer les populations noires dans des zones spécifiques. C'est une sorte de ghetto, mais vraiment à l'échelle de région. C'est ça ce qu'on appelle les bantoustans. On mettait toutes les populations noires qui étaient donc ségrégées dans des conditions économiques assez misérables souvent. Et même si donc, ces bantoustans n'existent plus aujourd'hui, il y a encore des séquelles. Il y a toujours des effets finalement, de répartition spatiale et d'inégalités socio-économiques. Et en quoi ça me concerne, c'est que juste à côté du Kruger, le parc que j'étudie, il y a le passage d'anciens bantoustans qui explique aussi une présence de populations en marge des parcs, donc qui peut aussi créer toutes les dynamiques disons, spatiales et économiques que j'ai évoquées, ne serait-ce que de braconnage alimentaire, etc. Il peut s'expliquer par tous ces processus historiques. En tout cas, ça a l'air bien complet, bien complexe. Ouais, mais tout ce qui peut interagir dans ces. C'est clair que c'est très complexe. Il me tarde de voir le résultat final en vrai de cette thèse. Moi aussi. J'imagine, ouais. Non, mais c'est hyper. C'est passionnant. C'est hyper agréable de t'entendre parler de ça et tout. T'expliques vachement bien. C'est hyper intéressant et tout. C'est des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude en plus, nous. Il y a une vraie passion en plus. Et puis vraiment, pour le coup, l'Afrique, moi, j'y connais vraiment rien. Ouais, moi aussi. Je ne m'y suis pas assez intéressé, je me rends compte. J'essaie de m'y intéresser un peu par la musique déjà. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Ça peut parce être une que, bonne entrée, mais... Ouais, parce qu'en plus, le problème, c'est que là, il y a beaucoup de musique en Afrique qui est c'est soit traditionnel, donc du coup, il n'y a pas énormément d'évolution, donc c'est intéressant à découvrir, mais il y a quand même un côté très tradi, ou alors c'est de la musique très, comment ça s'appelle, qui se déplace, quoi. Je pense notamment à Tina Riwen, qui est un des seuls groupes qu'on arrive à... Qui enregistre et qui diffuse, mais il y a très peu d'enregistrements. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des musiques... c'est un peu comme des contes, en fait, des conteurs d'histoires. Je trouve ça fascinant. Ouais, c'est ça. C'est un peu le blues du désert. Ouais, voilà, c'est hyper bien. Je kiffe ce groupe-là. Puis en plus, il suffit de quand tu parles, quand on parle de l'Afrique, comme tu dis, il y a plusieurs Afriques. Tu as l'Afrique du Nord, l'Afrique saharienne, l'Afrique australe et l'Afrique du Sud qui est encore un cas à part. Et au niveau musique, c'est assez intéressant aussi à redécouper parce qu'en fait, tu te rends compte que les quatre aussi sont complètement différents. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est clair que quand tu, comme moi, étudies l'Afrique sur le plan géographique depuis des années, ça change forcément le regard. Et j'aimerais juste signaler qu'au passage, souvent, on a une vision d'autant plus faussée de l'Afrique que la plupart de nos représentations cartographiques se basent sur la représentation de Mercator. Donc, parce que quand on projette finalement la sphère qu'est la Terre sur une carte, on est obligé de déformer. Ah oui, c'est ça. Et souvent, en choisissant Mercator, ça a tendance à minimiser les zones qui sont au niveau de l'équateur et des tropiques et d'agrandir ceux qui sont au pôle. Et c'est pour ça que quand on regarde la carte de Mercator, on a l'impression que la Russie est immense, le Groenland aussi, le Canada, alors qu'en réalité, en termes de superficie, l'Afrique est beaucoup plus grande que la Russie. Okay. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés, et l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc c'est belle quasi le double, quoi. C'est plus que le double. Enfin, quasi, ouais. 17, ouais. Quasi. Et du coup, on a du mal à imaginer cet immense espace et qui est du coup traversé par plein de dynamiques, de choses très variées. Donc c'est très facile en tant qu'Européen, Français, d'avoir une image très simpliste, réductrice et un peu cliché de ce que c'est l'Afrique. Et souvent, c'est un peu c'est l'erreur un peu de base quand quelqu'un confond l'Afrique avec un pays, quoi. Oui, l'Afrique, c'est un pays que je connais. Ouais, ça c'est chaud, ça par contre. Bon, ça, c'est vraiment le niveau zéro de celui qui connaît rien, quoi. J'espère qu'il n'y a plus trop de gens qui font ça aujourd'hui avec Internet, Google Maps et tout ça. C'est quand même catastrophique.
Oh, ça doit... En même temps, après, tu vas me dire, les Américains n'arrivent pas à placer, je crois, l'Ukraine en Europe. Hein, donc, Ouais, bah, ça, c'est pas... Je sais pas où c'est. Ça, c'est un autre débat. Notre débat, ça. Ok, ben écoutez, c'était déjà un épisode très très long, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Il y aura Ouais. peut-être encore plein de choses à dire, mais peut-être une prochaine fois, dans un prochain podcast. Avec plaisir. Ouais. Nous, on va se permettre de vous recommander de soutenir le podcast via Spotify, Deezer, Apple Podcast, au chat et tout ça. L'oiseau qui gueule Ouais. depuis le début. Désolé. C'est le podcast avec le plus de bruit parasite. C'est la chaudière a décidé de parler beaucoup trop. Ouais, c'est ça. Jean a recueilli un oiseau, donc voilà. Ouais, je suis pour l'inclusion des non-humains. C'est très bien. Fait que gueuler. Je vais le mettre dans la chambre pour le prochain. Voilà, donc n'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre 5 étoiles. Vous pouvez mettre 5 étoiles, à liker, à partager autour de vous. On vous recommande les autres podcasts aussi de Audio Mori, toujours dans les bons coups, et Divine Féminine. On vous recommande aussi le podcast de Jean qui n'est pas sur Audio Mori, mais qui En est indé, quand mon même pote. en indé. Il a gardé ses masters et qui s'appelle le Parlons Sensibilité, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Mais Et merci d'en parler. Voilà, je le regrette de ne pas en avoir parlé Non, avant. t'inquiète. Merci à toi Hugo. Merci beaucoup. Il existe un Discord sur lequel aussi on t'invite à venir pour éventuellement partager plus d'informations dont on n'aurait pas parlé ou partager éventuellement ta thèse aussi au fur et à mesure qu'elle avance. Si des gens ont des questions pertinentes, on te les enverra aussi. Ça marche. Voilà, Bah, globalement, on a fait le tour. donc on a fait le tour, on est très contents. Ouais, super. Voilà, à bientôt. À bientôt. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Salut.